Comment et où? Tout cela dans la présentation du Puma que nous proposons dans cette édition. Maïeuticien, les philosophes connaissent bien ce mot qui désigne au métier, celui des hommes qui font le même travail que les sages-femmes. Diversement apprécié, la loi sur l'ordre des sages-femmes et des maïeuticiens a été adoptée par les députés. Comment les Sénégalais accueillent ces nouveautés dans le système de santé à suivre? Le reportage consacré à cette question. Et puis, dans la rubrique santé, nous nous intéressons à l'ordre des médecins du Sénégal. Adhésion obligatoire pour exercer, mais tous ne respectent pas cette condition. Il y a 40% de non-inscrits à ce jour. En sport, les Lions dominent les Diables Rouges du Congo à Brazzaville, 2-0 pour le deuxième match amical du Sénégal avant le début de la CAN 2017 qui s'ouvre samedi au Gabon. Et puis, nous aurons dans cette édition en invité le directeur général du 3FPT, le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique. M. Dame Diop va nous parler de la cérémonie de remise de financement aux jeunes du Sénégal prévue demain et présidée par le Premier ministre. Bonsoir à tous. Le Conseil des ministres s'est réuni ce matin en présence du chef de l'État. Vous aurez au cours de cette édition la lecture du communiqué final. Le projet régional d'appui au pastoralisme vient de démarrer ses activités au Sénégal avec une première acquisition de 20 véhicules double cabine et station wagon. Ce projet financé par la Banque mondiale et l'État du Sénégal vise à améliorer la santé animale, la production et la transformation, mais également la valorisation des industries animales. C'est le chef de l'État qui a remis les clés des véhicules au ministère de l'Élevage, Pape Birame Ndiaye. Ce geste tout symbolique traduit une avancée majeure dans le secteur de l'élevage. Un investissement de plus de 16 milliards de francs CFA pour assurer la viabilité du bétail et du cheptel. 5 régions sont ciblées par le projet régional d'appui au pastoralisme. Les services de l'élevage sont désormais bien équipés pour assurer la santé animale. Aujourd'hui, c'est un projet qui démarre. Ces véhicules sont destinés à l'encadrement des différentes zones de pastoralisme donc à travers le pays, les services régionaux de l'élevage, les services départementaux de l'élevage, l'unité de coordination du projet et les directions avec lesquelles le PRAPS a signé un accord de convention pour l'exécution d'un certain nombre d'activités. C'est en 2013 que le projet d'appui au pastoralisme a été lancé dans 6 pays d'Afrique du Sahel en synergie avec la Banque mondiale. Et ce, grâce au leadership du président de la République Macky Sall. Un projet sous-régional qui démarre avec l'acquisition d'une vingtaine de véhicules avec des missions spécifiques. Par exemple, la santé animale, la vaccination, la production également au niveau de la direction de l'élevage et la transformation et la valorisation avec la direction des industries animales. Nous venons juste de démarrer. L'année dernière, nous avons mis à profit une année pour faire les marchés, mais également pour faire l'ensemble des appels d'offres. Et c'est ce qui nous vaut qu'en début d'année, nous avons pu avoir les véhicules. Et immédiatement, nous allons démarrer tous les travaux d'infrastructure qui concernent le projet dans les différentes régions. Les régions concernées sont Saint-Louis, Louga, Kaffrine, Tamba et Matam. Elles vont également être dotées de matériel de froid pour la conservation des vaccins. Par ailleurs, l'État vient de nouer un partenariat stratégique avec la Banque islamique de développement pour élargir les activités du PRAPS dans les autres régions du Sénégal. Le président Macky Sall était donc à Pékin pour inaugurer le complexe sportif. Un accueil exceptionnel lui a été réservé par les populations. C'est toute la ville qui s'est mobilisée pour exprimer au chef de l'État sa gratitude, marque de reconnaissance qui s'est traduite par une foule des grands jours. Les temps forts de l'accueil avec Pape Birame Ndiaye. C'est toute la banlieue de Pékin qui est sortie pour être à l'accueil du président de la République, Macky Sall. Très forte mobilisation dans les grandes artères du Pékin.
Une haie d'honneur, une foule immense à perte de vue. Le signe est symbole fort d'une vague d'adhésion sans limite à la politique du président Macky Sall. Une véritable marée humaine qui déferle tout au long du trajet en direction du stade d'Alassane Djigo de Pikine. Les populations reconnaissantes l'ont exprimé au président de la République, Macky Sall. Dès son arrivée à Pikine, le chef de l'État a procédé à la pose de la première pierre des travaux de réhabilitation de la grande mosquée. L'édifice, vieux de 62 ans, sera transformé en complexe moderne avec une capacité de 4000 places. Oumar Ning. C'est un élan de sympathie qui se dégage à travers cette forte mobilisation. Preuve de lien très fort entre Pikine et le président Macky Sall. C'est aussi le témoignage d'une reconnaissance, car ici, la grande mosquée va totalement changer de visage. Le lieu de culte est vieux de 62 ans. Il a donc fait son temps. En posant la première pierre de sa réhabilitation, le président Macky Sall entame le processus qui va moderniser l'édifice. Au grand bonheur des imams, chefs religieux et fidèles présents. Au nom de l'imam, c'est Khadam Sissé qui a magnifié le geste du président de la République. Il sera complété par Serigne Mansour Sy Djamil en sa double qualité d'envoyé spécial du Khalife général des Tidjanes et de porte-parole des familles religieuses. Pour le président Macky Sall, une mosquée de cette envergure est tout à l'honneur de la ville de Pikine. Elle le mérite amplement. C'est pourquoi il l'a inscrit dans le programme de modernisation des sites religieux. Il a remercié les imams et notabilités pour leur présence à cette cérémonie. Ainsi, la grande mosquée verra sa capacité actuelle passer du simple au double, c'est-à-dire de 2000 à 4000 places. Mieux, de nouveaux minarets symboles culmineront à près de 35 mètres de hauteur. Les femmes seront également servies puisqu'elles auront leur espace de prière. En clair, c'est une mosquée entièrement reconstruite qui sera inaugurée dans 10 mois. Au bureau d'architecture et de conservation des palais nationaux, le chef de l'État a donné des instructions fermes pour le respect de ce délai. Une marque de générosité hautement appréciée par les populations de Pikine. Plus d'1 milliard, c'est le montant consacré aux travaux de modernisation du stade Alassane Djigo de Pikine. L'ouvrage à fière allure avec sa nouvelle tribune de 2000 places, sa pelouse synthétique toute neuve et ses installations de dernière génération. Le président Macky Sall a procédé à l'inauguration du complexe sportif. Voici le reportage de Pape Biram Bikanyay. C'est un bijou qui est offert à la jeunesse de Pikine. Le stade d'Alassane Djigo dévoile toute la splendeur d'un ouvrage de dernière génération avec des installations de premier choix. C'est toute l'ambition du président Macky Sall qui se traduit ici en termes d'infrastructures sportives. L'instant sera gravé dans les annales du sport sénégalais, du football en particulier.
Et en de pareilles circonstances, toutes les pensées vont vers l'équipe nationale de football en route pour la CAN. Je saisis cette occasion pour appeler à une union sacrée autour des lions de la Teranga afin de les accompagner dans cette quête d'un premier sacre continental pour le Sénégal. Les sportifs de Pikine sont longtemps restés sevrés de compétitions sportives. Cela fait désormais partie du passé, avec un investissement de plus d'1 milliard de francs CFA, une pelouse synthétique toute neuve, une nouvelle tribune construite, la réhabilitation de l'existant, des vestiaires entièrement refaits, un système d'éclairage flambant neuf, une sonorisation devenue impeccable. Bref, c'est un nouveau stade qui refait surface et ça ne s'arrête pas qu'à Pikine. Les infrastructures constituent un facteur essentiel de notre politique sportive. C'est pourquoi j'ai engagé le gouvernement à un maillage complet du territoire national en infrastructures sportives de qualité et conformes aux normes internationales dans un souci d'équité territoriale. C'est le sens de la réhabilitation et de la construction de stades fonctionnels dans toutes les régions du Sénégal, avec notamment le lancement imminent des travaux des stades de Kédougou, Kaffrine et Sédhiou. C'est le sens aussi de la reconstruction des stades de Mbao, des Parcelles Assainies, de Ngalandou Diouf, de Ndiarem à Guédiawaye et du stade Assane Diouf sur la plateforme de Diamniadio. Ces efforts continus ont pour finalité de bâtir un sport durable, pilier essentiel de ma vision d'édification d'une société émergente et solidaire. Pikine honore le président de la République Macky Sall, devenu citoyen d'honneur de la ville. C'est parce que le chef de l'État veut placer Pikine au cœur d'une politique d'aménagement du territoire afin qu'elle joue pleinement son rôle de plateforme économique. Pikine, c'est aussi une histoire et des figures emblématiques. Renforcer Pikine, c'est rééquilibrer le territoire métropolitain de Dakar. Renforcer Pikine, c'est dynamiser l'économie et raffermir la cohésion sociale dans l'espace régional de Dakar. Renforcer Pikine, c'est lui permettre de conforter son rôle de premier plan dans le sport, la culture, la politique et l'économie du pays, avec des figures emblématiques, mais surtout le capitaine Mbaye Diagne. Capitaine Mbaye Diagne, un fils émérite de Pikine, tombé avec dignité au Rwanda en 1994, en sauvant plus de 600 vies, avec comme seule arme son courage. L'Organisation des Nations Unies a instauré à son honneur, ce fils de Pikine, la médaille Capitaine Mbaye Diagne pour acte de courage exceptionnel afin d'offrir au monde entier son exemplarité, sa bravoure, sa conscience professionnelle et son humanisme. Faire du sport un moyen d'éducation citoyenne, d'intégration des masses, vecteur de développement. En décidant d'investir dans les infrastructures sportives, le chef de l'État prend date avec l'histoire. C'est un vaste programme d'investissement qui se déroule à Pikine, une ville en chantier avec plusieurs infrastructures qui sortent de terre. Le président Macky Sall a réitéré son engagement de faire de la banlieue une plateforme économique. Le chef de l'État annonce également la construction d'un nouveau marché de fruits qui prendra le relais du mythique marché de syndicats. Écoutons à ce sujet le président Macky Sall au micro de Pape Birambi Kenyaï. Ces deux infrastructures sont des maillons d'un ensemble de projets d'envergure
engagé pour la promotion du département de Pikine. Projets parmi lesquels je peux citer l'élargissement et l'aménagement de la route des Niayes en 2 fois 3 voies sur 23 km, intégrant 17 km 200 de voiries de connexion à l'intérieur de Pikine. La réalisation de 5,7 km de routes dans le cadre du programme de modernisation des villes Promoville, dont la phase pilote a démarré dans les communes de Yeumbeul Nord, Yeumbeul Sud, Keur Massar et Pikine. Ce programme participera à la promotion de l'emploi des jeunes. La réalisation de 8 km 700 de voiries en pavé dans le cadre de la 2e phase du PATMUR. Le projet de restructuration de Pikine Irrégulier Sud qui intègre entre autres travaux la mise hors d'eau sur un linéaire de 4 km 200 de réseau gravitaire et l'aménagement de 16 hectares de bassins de rétention. L'amélioration de la voirie sur 3 km et demi dans les localités de Guinaw Rail Sud, Tivaouane Diacksao et la construction d'équipements sociaux collectifs. L'espace numérique ouvert de l'université virtuelle d'un coût de 600 millions dédié à l'enseignement numérique et à la formation dont la réception est prévue au mois d'avril 2017. Le centre de recherche et d'essai, pôle de formation en multimédia et en valorisation de produits locaux. À ce vaste programme, je voudrais rajouter aujourd'hui, parce que tout à l'heure, lorsque j'ai jeté le regard à gauche, j'ai vu les tentes du marché syndicat. Je considère que Pikine mérite mieux. Je prends donc l'engagement en relation avec le maire de la ville et le maire de Pikine-Est et je demande au gouvernement de prendre dans les meilleures dispositions pour la construction d'un marché moderne de fruits qui prendra le relais du marché syndicat, connu pour son historicité, mais connu également pour son insalubrité. À présent, mesdames et messieurs, la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi. Le président Macky Sall a réuni le Conseil des ministres mercredi 11 janvier 2017 à 10 h au Palais de la République. Entamant sa communication autour de l'amélioration soutenue des conditions de vie de nos concitoyens, qui constitue une priorité majeure de son action, le chef de l'État rappelle au gouvernement les mesures fortes qu'il a prises et qui ont permis d'assurer la baisse des prix des denrées et produits de première nécessité, d'augmenter le pouvoir d'achat des ménages et de redynamiser la production nationale de riz et de céréales. En vue de consolider cette dynamique, le président de la République demande au gouvernement de faire prendre toutes les dispositions requises afin d'assurer un approvisionnement correct du pays en denrées de première nécessité et de veiller au renforcement du rôle de l'Agence de régulation des marchés ARM dans l'anticipation et la correction des distorsions portant sur la distribution des denrées alimentaires de consommation courante. Il convient en outre de mobiliser l'ensemble des services de l'État impliqués dans le circuit des approvisionnements en vue de lutter contre la fraude, la spéculation et la rétention des stocks destinés à la commercialisation. Abordant par ailleurs le suivi dynamique de la politique de baisse des loyers, le chef de l'État invite le Premier ministre à lui faire parvenir un rapport exhaustif sur les effets économiques et sociaux de cette mesure de haute portée sociale et à relancer les travaux de la commission ad hoc sur le suivi des loyers. Dans ce cadre, il importe de veiller notamment à la prise en compte des baux à usage commercial, à la publication de nouvelles propositions consensuelles de mesures visant à la régulation dynamique des loyers dans l'intérêt réciproque des locataires et des bailleurs.
Poursuivant sa communication autour de la redynamisation de la politique nationale de l'emploi, le chef de l'État félicite le ministre chargé du Travail pour la qualité du travail réalisé par ses services. En effet, l'examen du rapport annuel des statistiques du travail 2015 révèle que la dynamique de création d'emplois de notre économie s'est consolidée au regard des contrats de travail officiellement enregistrés au niveau des inspections du travail. Dès lors, le président de la République demande au Premier ministre d'examiner avec l'ensemble des acteurs du marché du travail les enseignements et recommandations du dit rapport, de même que les résultats de toutes les enquêtes relatives à l'emploi récemment publiées en vue d'accélérer la réactualisation de la politique nationale de l'emploi et de mettre en cohérence les programmes et projets de promotion de l'emploi. Le chef de l'État exhorte également le gouvernement à intensifier le processus de modernisation du secteur informel et demande à ce titre au Premier ministre de recevoir l'ensemble des organisations de commerçants et d'opérateurs économiques pour définir dans la concertation une feuille de route portant notamment sur les besoins en réhabilitation et construction de marchés et centres commerciaux, l'encadrement juridique, fiscal, comptable, financier et social, ainsi que sur les mécanismes de recensement des emplois de l'économie informelle. Concluant sur ce point, le président de la République invite le Premier ministre à envisager dans les meilleurs délais la mise en place d'un système intégré et consensuel de publication des statistiques de l'emploi, à tenir un conseil interministériel sur l'emploi avant fin février 2017, en prélude au premier conseil présidentiel sur l'emploi prévu fin mars 2017. Le chef de l'État a clos sa communication sur son agenda diplomatique, le suivi de la coopération et des partenariats, en informant le Conseil qui prendra part au sommet Afrique-France, prévu les 13 et 14 janvier 2017 à Bamako. Le Premier ministre a axé sa communication sur la problématique de l'emploi et la consolidation des performances de l'économie, avant de rendre compte de la coordination de l'activité gouvernementale. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait le point de la situation africaine et internationale. Le ministre de l'économie, des finances et du plan a fait le point de la conjoncture nationale et internationale. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a rendu compte du déroulement de la campagne de commercialisation arachidière 2016-2017. Le ministre du Travail, du Dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions a fait le point sur le processus d'organisation des élections de représentativité des centrales syndicales. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de loi modifiant la loi 2010-01 du 20 janvier 2010 portant création de l'Office du lac de Guiers au lac. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. Le général de corps d'armée Mamadou Sow est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Sa Majesté Felipe VI, roi d'Espagne, en remplacement de M. Abdou Salam Diallo, appelé à d'autres fonctions. M. Papa Magueye Diop, conseiller des Affaires étrangères principal, est élevé au rang de ministre conseiller. M. Cheikh Ndour, inspecteur de l'éducation nationale, précédemment directeur de l'éducation et de la formation et des innovations, est nommé secrétaire général de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, en remplacement de M. Paul John, appelé à d'autres fonctions. Et enfin, M. Amadou Ndiaye, économiste, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de l'Industrie et des Mines en remplacement de M. Amadou Bamba Diop, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement. Le communiqué du Conseil des ministres lu par Oumar Diaw. Après le PUDC, le Sénégal s'est doté dans notre programme spécial PUMA, programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, avec l'ambition d'améliorer les conditions de vie des populations, d'assurer la sécurité et de désenclaver ces axes. PUMA, créé par le chef de l'État le 3 octobre 2016, est en train de prendre ses marques. Le point avec Aram Now. PUMA. Dans le détail du sigle, tout l'enjeu apparaît. L'urgence, la modernisation, les axes frontaliers. Le programme est spécial comme l'est le PUDC, mais celui-là se concentre sur les axes des territoires frontaliers, histoire d'y améliorer les conditions de vie et d'y apporter toute la sécurité nécessaire. C'est un programme qui couvre 10 régions. Avec les 5 pays voisins du Sénégal, nous avons 10 de nos régions qui sont frontalières avec ces pays. Donc de Saint-Louis
à Matam, Kédougou, Ziguinchor jusqu'à Fatick, donc toute la boucle. Les Sénégalais ont apprécié à leur juste valeur les réalisations faites par le PUDC. Vous comprendrez que le PUMA est peut-être un prolongement, mais pour les zones frontalières. C'est vrai que le PUDC agit en milieu rural, mais là, le chef de l'État est allé plus loin. Avec ce programme d'urgence de modernisation des axes des territoires frontaliers, l'État veut renforcer sa présence et son action dans ces zones. Cela est décliné à travers 3 composantes: sécurité frontalière, désenclavement, développement durable. Le désenclavement, il est multiforme. C'est le désenclavement routier, le désenclavement fluvial, le désenclavement maritime, le désenclavement téléphonique et numérique. La deuxième composante, c'est le développement durable. Comme on a l'habitude de dire, il faut doter ces zones des infrastructures de base, telles que les écoles, l'électrification, les structures de santé, l'hydraulique, etc. Le désenclavement, la sécurité frontalière sont quand même des préoccupations majeures du gouvernement. L'éloignement et l'inaccessibilité de ces zones font que les actions de l'État ne sont pas reçues au quotidien au niveau de ces zones. Ambitieux et vaste, le programme l'est, mais quels moyens pour ces grandes aspirations? Les ressources du PUMA ont été inscrites dans le budget général de l'État. C'est déjà une première option. La deuxième, c'est que possibilité est donnée donc d'aller chercher les moyens et les ressources ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes en possession donc des schémas frontaliers d'investissement proposés par les gouverneurs, les chefs. L'enjeu est tel qu'au-delà de la coordination, l'affaire de cet inspecteur principal des impôts, PUMA est aussi composé d'un comité de pilotage et des comités régionaux de coordination et de suivi. Il y a un comité de pilotage dirigé par le chef de l'état-major particulier de M. le Président de la République et qui donc définit les orientations stratégiques du programme. Et dans ce comité de pilotage, tous les ministères impliqués sont membres, les ministres sont représentés et même il y a un représentant de M. le Premier ministre. PUMA porte ainsi à 3 les programmes et projets de modernisation des territoires. Avec le PUDC et Promoville, ils vont mutualiser leurs actions, une grande offensive pour des territoires compétitifs et attractifs. L'État du Sénégal poursuit le processus de valorisation des conditions de vie des retraités. Depuis le 1er de ce mois, une nouvelle disposition est entrée en vigueur. Il s'agit de la défiscalisation des pensions de retraite. Du côté des acteurs, c'est le soulagement total car 8 milliards vont être utilisés pour faciliter le déploiement social de l'IPRES. Lamine Touré. Nous avons l'espoir que l'avenir est radieux. Vivre mieux après avoir tout donné à son pays qui veut moins que ça, pas en tout cas les retraités affiliés à l'institution de prévoyance retraite du Sénégal IPRES. Au chapitre des acquis sociaux dont ils bénéficient, on peut citer l'augmentation de la pension de retraite, la mensualisation et récemment la défiscalisation. C'est une mesure salutaire. Depuis la nuit des temps, nous avons combattu pour que cette dépénalisation-là puisse s'effectuer. De gouvernement en gouvernement, nous nous sommes battus pour ça. Nous ne faisons que d'abord remercier le chef de l'État. Il est heureux qu'aujourd'hui, le chef de l'État, dans un souci d'équité, de justice sociale, mais aussi dans un élan de générosité, n'est-ce pas, ait pris une telle mesure qui va au fond du cœur de l'ensemble des retraités de notre pays. Pour ce qui est de la défiscalisation de la pension de retraite, la mesure est entrée en vigueur depuis ce 1er janvier de cette année. Les pensions étaient fiscalisées. Ensuite, il y avait un certain nombre d'impôts importants. Les premiers sont les impôts sur les sociétés. Parce que l'IPRES était considéré comme n'importe quelle entreprise. Il payait les impôts sur les sociétés dus au titre des revenus financiers et des revenus locatifs. Ils sont exonérés maintenant de cet impôt. Cette défiscalisation de l'institution, aussi bien au niveau des pensions qu'au niveau des placements effectués par l'institution,
il y aura un gain de près de 8 milliards de francs CFA qui, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, seront redistribués, n'est-ce pas, aux retraités dans une forme à définir. Ces efforts de l'État conjugués avec les bénéfices de l'IPRES dans ses placements permettent à l'institution d'accroître sa capacité d'action. Parce que pour le président de la République, l'IPRES n'est pas n'importe quelle entreprise. C'est l'État qui a confié à l'IPRES la gestion de la branche retraite. Si l'IPRES fait des bénéfices sur ce DAT, sur ses placements, ces bénéfices ne sont pas redistribués à des actionnaires. Ce sont ces bénéfices qui permettent à l'IPRES de pouvoir continuer à prendre des réformes pour augmenter les pensions et justement pour aller aussi dans le sens des réformes paramétriques qu'on veut mettre en œuvre. C'est une décision historique. Mais pas suffisant, le débat sur le schéma d'admission à une pension de retraite a été évoqué, toujours dans le sens d'améliorer les conditions de vie de cette frange de la population sénégalaise. Dans l'administration, il faut que tu travailles pendant 15 ans pour pouvoir bénéficier d'une retraite. Tandis que l'IPRES, vous avez, si vous faites 1 an, 2 ans, vous pouvez avoir une pension de retraite. Et cette pension de retraite à 1 an, 2 ans, celui qui gagne 100 000 francs par mois, si vous allez sur ces 2 ans, il ne peut pas faire plus de 400 points. Ces 400 points ne font que 12 000 francs. Voilà, donc ce n'est pas le problème parce que celui qui a fait 34 ans ou 30 ans de service ne peut pas être égalé au niveau de celui qui a fait 2 ans. Et surtout encore s'il n'était pas cadre. Parce que ceux qui font 2 ans, ce ne sont pas des cadres. On ne peut pas cotiser tout petit et vouloir avoir une pension très grande. Il y a aussi le fait qu'on doit revisiter ce qu'on appelle le délai de stage, c'est-à-dire la période minimale pendant laquelle vous devez cotiser pour avoir une pension. Parce qu'actuellement, pour l'IPRES, vous pouvez seulement cotiser pendant 1 an, avoir 400 points, avoir une pension. Et pour que vous puissiez avoir une pension éphémère, il faut cotiser 15 ans. Le délai de stage doit être prolongé. Même si le Sénégal est en retard en matière d'allègement du régime de la retraite dans la sous-région, il est à noter qu'une dynamique positive est mise en branle pour renverser cette situation. En tournée dans la zone nord du pays, le conseil d'administration et la direction générale de l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal saluent cette importante mesure du président de la République qui rejoint celle déjà prise pour valoriser les pensions de retraite. Hamidou Diop. Les premiers allocataires rencontrés au cours de cette tournée sont ceux de la région nord. À Matam, le conseil d'administration et la direction générale de l'IPRES sont venus expliquer les mesures d'accompagnement du processus de mensualisation des pensions de retraite. Beaucoup de retraités adhèrent à la démarche et demandent une revalorisation, ce qui est effective car le chef de l'État a exonéré l'IPRES des impôts, des TVA et des retenues sur les placements. Il est heureux qu'aujourd'hui, le chef de l'État, dans un souci d'équité, de justice sociale, mais aussi dans un élan de générosité, n'est-ce pas, ait pris une telle mesure qui va au fond du cœur de l'ensemble des retraités de notre pays. Nous sommes en train de faire le tour du Sénégal et partout où nous sommes allés, les retraités ont manifesté leur satisfaction, leur gratitude et leur reconnaissance à l'endroit du président Macky Sall, qui, comme vous le savez, a toujours été très attentif au sort de cette couche si vulnérable de la population. À partir du 15 janvier 2017, les pensions payées connaîtront une hausse de 20% sur propre initiative de l'IPRES. Ceci est une autre étape dans le processus d'augmentation enclenché depuis 2012. Le résultat est que 60% des allocataires perçoivent plus de 25 000 francs. La déclaration que je voudrais faire est que le retraité de 2012, qui avait 50 000 francs de pension, gagne aujourd'hui plus de 72 000 francs CFA par bimestre. Le retraité qui avait une pension bimestrielle de 100 000 francs en 2012 gagne aujourd'hui plus de 146 000 francs CFA et c'est ça la réalité des faits. Nous sommes d'accord et notre avis est favorable. Comme nous l'avons toujours dit, nous avons écrit, bien que nous sommes associés en amont et en aval sur la mensualisation. Donc nous sommes favorables. L'impact, c'est relever le panier de la ménagère. Hein? Parce que remarquez, le retraité est le tuteur de toute une famille. Donc il aura à payer l'eau et l'électricité facilement.
Tous ces efforts qui visent une transition en douceur trouvent un écho favorable auprès des retraités de Podor et de Saint-Louis. Ces derniers s'engagent à accompagner le processus de mensualisation des pensions de retraite. Les sages-femmes disposent désormais d'un cadre juridique de référence qui régit leur profession. L'ordre des sages-femmes et des maïeuticiens est né. Le projet de loi relatif à sa création a été voté à l'Assemblée nationale. Fanta Badji. Sages-femmes et maïeuticiens, le métier pratiqué depuis l'aube des temps a connu une évolution et des progrès sur le plan des techniques médicales. Mais la profession n'en est pas pour autant organisée comme le sont du reste les autres corps de la santé publique. La création de l'ordre des sages-femmes et maïeuticiens est donc devenue une nécessité afin de garantir la qualité des services. Madame le ministre, une surveillance accrue, une supervision, un encadrement s'impose. Votre service d'inspection doit davantage être renforcé pour un meilleur encadrement en surveillance de l'exercice de cette profession. Pour contrecarrer, certes, les abus, mais les dérapages éventuels. Le projet soutenu et défendu a aussi fait l'objet de débats, notamment sur les aspects relatifs à la pratique même du métier au Sénégal, où des cas d'abus sont signalés, ou encore de mauvaise prise en charge des malades. Les députés ont attiré l'attention du ministre de la Santé sur les pratiques néfastes en cours dans certaines structures sanitaires. Les diplômes et attestations délivrés qui ne répondent pas aux critères régissant les diplômes d'État et le statut des matrones sont aussi évoqués. Un code de déontologie et des sanctions en cas de faute sont exigées. Tout le personnel de la santé et de l'action sociale aujourd'hui a ça comme priorité, parce que nous sommes aussi à l'écoute des populations. Et l'ordre permettra aussi de mettre de l'ordre dans ce que vous venez de dire, c'est-à-dire parfois les personnes qui ne feront pas leur travail et qui accueilleront mal les malades, qui seront dénoncés, et tout cela, on prendra ça en considération. Des doléances relatives au manque criard de sages-femmes dans les zones reculées ont été posées, la pratique abusive de la césarienne fustigée. Awa Marie Kolsek a rassuré les députés quant à l'application correcte des principes et règles édictés par l'ordre. Le projet a été voté à l'unanimité. À l'École nationale de développement sanitaire et social, la section des sages-femmes existe bien dans les filières, mais pas pour les hommes. Aujourd'hui, l'opportunité leur est donnée de saisir cette chance et devenir maïeuticiens. La loi votée hier est différemment appréciée. Ibrahim Alam. Un vote à l'unanimité, synonyme d'une consécration. La loi sur l'ordre des sages-femmes et des maïeuticiens. Désormais, il est possible pour les hommes qui le désirent d'exercer le métier de maïeuticien, l'équivalence des sages-femmes. À l'École nationale de développement sanitaire et social, la liste des filières ne connaîtra pas donc de changement. Il faudra juste s'adapter. Nous sommes prêts dès l'année prochaine à recevoir des garçons. Et ça ne demande pas de dépenses supplémentaires. Il suffit de faire accéder ou de permettre aux garçons, comme on a permis ça aux filles, de participer au concours. Une opportunité pour les hommes différemment appréciée. Les hommes peuvent faire le métier de sage-femme, comme vous dites, maïeuticien, mais comme qu'ils font le métier de gynécologue. Je ne vois pas d'inconvénient. J'aurais aimé que les femmes soient beaucoup plus formées sur cette partie de la médecine qui est un peu tabou, vu que c'est des hommes qui vont consulter les parties les plus intimes pour moi de la femme. Donc, franchement, je ne suis pas trop pour ça. Pour certains, la nouvelle loi est une réponse pour pallier le déficit de personnel de santé dans certaines zones. Je suis pour cette loi parce que la santé étant un secteur clé, on doit quand même avoir suffisamment d'agents pour gérer cela. Donc je ne trouve pas de problème, que ce soit des hommes ou bien des femmes. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il était temps parce qu'on a noté quand même un déficit au niveau des femmes qui ont une formation en santé. Donc raison pour laquelle l'État a trouvé nécessaire de faire appel aux hommes qui ont une formation pour quand même booster ce secteur clé de la vie. Certains acteurs du secteur considèrent que la loi permettra de réglementer davantage la profession. Je pense que ça a été une